Et salut tout le monde, bienvenue pour ce premier Ah voilà, tu vois, c'est mal barré. Ne vous inquiétez pas, je ferai du cut. Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier podcast en compagnie de Florian Le Gouriec. Florian... Gourielec. Le Gourielec, oh merde. On est parti. C'est parti. On recommence. Et salut à tous, bienvenue pour ce premier podcast. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Guy Mochen. Pour ceux qui me connaissent, je suis concept artiste dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Et on a décidé de faire une petite émission qui va être consacrée à cette industrie où des invités vont défiler au fil des mois, travaillant dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, des développeurs, des concept artistes, des VFX artistes, même des créateurs indépendants. Et c'est d'ailleurs le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui, je reçois Florian, qui est justement cofondateur du studio Enroad, qui est un petit studio français, mais qui a adapté en jeu vidéo le géant Goldorak. Donc, personnellement, le manga de mes parents, parce que moi, j'étais beaucoup trop jeune. J'étais même pas né quand ça a été créé, en fait. Donc, voilà. Bonsoir, Florian. Et bonsoir. On est des pros, ça y est. Exactement. Alors, je te laisse te présenter un peu, quand même. En deux mots, donc Florian Gourielec, je suis le directeur général chez Enroad. Et Enroad, c'est quoi ? Enroad, c'est un studio de développement nantais qui a été fondé en 2017. On est 4 associés et on est une équipe d'une 20aine de personnes. Et en effet, on a travaillé, ça fait 2 ans qu'on travaille sur Goldorak et sacrée aventure. Et nous, du coup, on se connaît parce que tu avais travaillé déjà sur notre premier projet avant Goldorak, sur Fallback. C'est vrai, exactement. Et ça a failli pas se faire. Ça a été vraiment un cheveu. Ouais. On a failli pas se rencontrer. Parce que je sais pas si tu te souviens, à l'époque, vous aviez contacté Marc-Alexandre Rob. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un concept artiste, environ concept artiste, qui travaille d'ailleurs en ce moment pour Gameloft sur Paris. Et il m'a envoyé vraiment au dernier moment un mail en disant: je ne pourrais pas gérer cette prod. Est-ce que toi, tu serais dispo ? Et moi, en fait, je partais en road trip en Scandinavie. Donc, j'ai fait d'abord Lettonie, Estonie jusqu'en Norvège. Et j'ai dû commencer à bosser sur le projet en fait en voyageant. Donc, c'était un peu la course. Mais en fait, tu m'as dit au téléphone que tu étais nantais. Moi aussi, du coup. Et j'avoue que ça a fait un petit truc, on va pas se mentir. Et à partir de là, le projet était parti. Puis, on a fait des décors pour votre jeu, du coup. Je savais pas que tu avais commencé sur le projet en road trip. Je suis pas sûr que tu nous l'avais dit à l'époque. Non, mais après, je suis très organisé. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis. J'arrive très bien à gérer. Ouais, nous, on a été super contents de travailler ensemble. C'était top. Je me souviens notamment le key art du jeu, c'est toi. Tu travaillais à l'époque, je crois, avec 2 autres personnes. Oui, alors Sabrina Tobal, qui est du coup aussi concept artiste, qui a bossé aussi pour des studios en commun avec vous. Et il y avait aussi Redan Ali, qui du coup, lui, a bossé avec moi au studio Le Cortex. Et d'ailleurs, c'est assez important de le souligner parce que c'est c'était le dernier. C'était le dernier studio français à faire de la Neo Geo. Et du coup, c'était chiant. On en parlera dans une autre émission, vous inquiétez pas, mais la Neo Geo, c'est très très compliqué. Voilà, donc une petite équipe, mais qui assurait la 3D, complément 2D, et à partir de là, on a pu fournir les images nécessaires. Et surtout, sur Fallback, donc on était une équipe, on a tourné entre 5 et 10 personnes, et on n'avait pas de concept artiste intégré. On avait Valentin Vigneron, qui est encore aujourd'hui notre directeur artistique, qui assurait une part de concept art, mais c'était un des éléments clés quand on a terminé Fallback. On s'est dit, la prochaine prod et toutes les prods ensuite, il nous faut un concept artiste. On ne peut pas faire sans. Et en fait, tout le monde avait un peu d'expérience quand même dans le jeu vidéo. On ne se rendait pas compte à quel point c'était nécessaire. Enfin, ça nous a fait gagner un temps fou en fait de passer sur un concept artiste. Et même sur des projets où, comme sur Goldorak, on pourrait se dire, il y a un animé, il y a déjà les monstres sont prêts, Goldorak est prêt, etc. On s'est rendu compte que Lilian Montmartin, qui a été notre concept artiste sur tout Goldorak, il a eu une valeur ajoutée immense en termes de gain de temps et puis aussi en termes de permettre d'ancrer visuellement ce qui sont en fait des images préconçues de ce que doit être le jeu. Tout le monde a une idée dans sa tête de ce que doit être le jeu, surtout quand il y a un animé et tout le monde dans le studio avait regardé l'animé. Mais il faut avoir les bonnes proportions, être capable d'avoir un matériel qui puisse être transféré ensuite directement dans la 3D. C'est marrant parce que je rigole un peu parce que ça va faire plaisir à beaucoup d'étudiants concept art, dont mes propres étudiants qui sont certains un petit peu, on va dire,
pas effrayé, mais un peu anxieux quant à l'industrie, justement pour les concept art et tout ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on peut sentir, on le voit normalement assez souvent sur les réseaux sociaux en ce moment, des messages passés en mode c'est un petit peu période de vache maigre pour le concept art, pour tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de posts, il y a quand même beaucoup de choses, même si on entend beaucoup parler. Là, au moment où on parle, il y a eu 500 licenciements, 500 personnes qui ont été licenciées à Riot. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que des concept artistes. Dans le milieu du jeu vidéo, il y a des développeurs, des game designers, il y a vraiment beaucoup de postes. Et faut pas vraiment se focaliser sur ce genre de choses. Or, à partir du moment où tu es un bon concept artiste, en tout cas, dans mes connaissances, tous les bons concept artistes, je les vois pas trop galérer. Il y en a quelques-uns qui ont du mal à se vendre, parce qu'encore une fois, c'est une autre compétence. Mais en effet, on a besoin de concept artistes, c'est très important, que ce soit dans le jeu vidéo, et on peut même étendre ça, parce qu'au final, quand on forme les étudiants au concept art, on leur parle beaucoup de jeux vidéo, mais c'est aussi le cinéma, c'est la publicité aussi, le clip, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui se met en place, on ne l'officialise pas encore, mais même les parcs d'attractions ont besoin de concept artistes. C'est Universal, justement, en Floride, je crois que c'est. Les parcs Universal engagent des concept artistes pour designer les attractions et tous ces trucs-là, quoi. Donc, on a besoin de nous dans l'industrie, c'est sûr. Il y en a besoin en plus à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, donc si je prends la prod de Goldorak, on se retrouve à avoir besoin du concept artiste avant même de signer le projet, puisqu'il y avait eu quelques concepts d'ailleurs qui avaient été faits de géants avant réinventer Goldorak, pour faire simple, pour pouvoir dire bah voilà, on a envie de créer un jeu qui tire dans cette direction-là, etc., et convaincre les partenaires. Il y en a besoin au tout début du jeu, là ça paraît être une évidence. Mais même, comme je le disais, quand il y a déjà la matière première, on s'est basé sur la Bible qui avait été créée par Gonagai, dans laquelle tous les personnages sont décrits. Il y a déjà normalement les proportions de Goldorak en tant que robot, d'Actarus, d'Alcor, de tous les héros. Et en fait, on se rend compte, mais il y a des Golgoths, mais il n'y a pas d'ennemis, on va dire, classiques. Donc pour faire très simple, pour reprendre Goldorak pour ceux qui appartiennent à une génération comme la nôtre, où ça même plus basse, hein, parce que là Goldorak c'est quand ça a été diffusé en 75-77 je crois, vers là, sur TF1. C'est ça, fin des années 70 exactement. Et ça a été créé un peu plus tôt au Japon, bien sûr, hein, donc, voilà. Et en fait, c'est quoi? C'est Actarus, qui est le prince de Fort. Voilà, rien que le nom. Qui doit ses souvenirs. Ouais, non, mais c'est quelque chose. Et puis la musique, oui. Qui fuit sa planète à bord d'une machine géante qui est un des premiers mechas, donc un robot dirigé par un humain, ou un euphorien en l'occurrence, et qui se réfugie sur Terre, où il vit une existence plus ou moins paisible dans un ranch, le ranch du Boulot Blanc, avec son père d'adoption qui est le professeur Procyon, qui étudie les étoiles. Et un jour, les forces de Vega qui ont détruit sa planète natale le retrouvent et cherchent à l'éliminer. Et pour ce faire, ils cherchent à éliminer la Terre. Et donc, Goldorak va se dresser contre les méchants. Et en fait, le déroulé d'un épisode, c'est toujours à peu près la même chose. Les forces de Vega arrivent. Elles cherchent à nuire à la Terre. Et pour cela, elles envoient un Golgoth. Et un Golgoth, c'est quoi? C'est une immense machine, un robot. Où il y a les Golgoths, il y a les Antéracs. Mais globalement, à chaque fois, c'est un immense robot, avec quelqu'un ou non à l'intérieur, qui vient pour nuire à Goldorak. Goldorak, comme dans tout bon épisode d'animé, commence par perdre et puis il trouve des ressources et finit par vaincre. Et en fait, là, il y a une très bonne leçon dans tout ce que tu es en train de dire, c'est que si ces méchants avaient été patients, ils auraient cumulé tous leurs monstres et les auraient envoyés d'un coup, au lieu de les envoyer un par un et de galérer. En fait, c'est marrant, c'était un petit peu la structure Power Ranger, quoi. Ouais. C'est vraiment, t'as l'assaut, le combat, l'ennemi en particulier, et on retrouve toujours un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, c'était un univers assez étendu, j'ai cru voir, parce que j'ai retrouvé, alors je te parle de ça il y a longtemps, chez mes grands-parents, une BD. Alors, pas format manga, mais ça s'appelait Mazinger Z. Ouais. Et j'ai fait des recherches quand j'ai vu que vous bossiez sur le jeu à ce moment-là. J'ai vu que tout était lié avec Exactement. Mazinger Z, Goldorak en japonais, c'est Grandizer, je crois. C'est ça. Donc Mazinger, Grandizer, voilà, tout est lié. Et la plus grosse claque que je me suis pris, c'est de me dire putain, mon père a lu des mangas avant moi, en fait. c'est quand même dingue vu comme ça. Alors qu'il me trashait quand je passais mes journées à lire One Piece, tu vois, et non. Et oui, en effet. Et d'ailleurs, il y a plein de choses
qu'on a découvert, nous, parce qu'en effet, on n'était pas forcément de la génération Goldorak, mais même pour les gens qui étaient de la génération Goldorak, il y a encore plein de choses à découvrir. Par exemple, Mazinger est dirigé par Alcor, qui n'est qu'un personnage secondaire dans Goldorak, qui se retrouve à la tête de ce qu'on appelle l'Oveter, qui est une petite soucoupe volante qui n'est même pas armée dans les premiers épisodes. Et du coup, au Japon, ils se sont dit, mais attends, c'est le héros. Et là, il se retrouve à faire le sidekick d'Actarus. Ça ne me plaît pas. Et en fait, là où Mazinger a vraiment été un hit au Japon et aux États-Unis, Grandizer a moins bien fonctionné, notamment parce que le rôle d'Alcor était d'être mis au second plan. Il volait la vedette, c'est toujours il volait un un petit peu peu la délicat, vedette. Et ouais. d'ailleurs, il se frite avec Actarus. Et ça, c'est super sympa. Il y a tout vraiment dans cette histoire. Alors, elle a été un peu remise au goût du jour parce que notamment la traduction française était particulière, mais c'est une histoire qui est sympa. Et puis c'est une histoire où on sauve la Terre, c'est une histoire qui dépasse où les gens sont capables de mettre de côté leurs différents personnels pour aller vers des objectifs plus grands. Donc c'est quelque chose vers lequel c'est facile de se ranger en fait, chacun à son échelle. Et donc pour revenir au concept art, il nous a fallu faire des petits ennemis, les cacahuètes dans le jeu, c'est le surnom non officiel, qui en fait vont être les ennemis sur lesquels on va taper quand on tape pas sur des boss. Et donc même sur une licence existante, oui, le concept art a sa place. Plus loin dans la production, il y a une question qui était essentielle, qui était la notion de gigantisme. Comment est-ce qu'on fait un jeu où à la base on a une caméra qui ressemble un peu à une caméra God of War et où on se déplace sur un robot géant qui a une forme humanoïde. Et ce robot géant qui a une forme humanoïde, il se déplace dans des univers qui sont tout petits par rapport à lui. Et comment est-ce qu'on arrive à rendre cette notion de gigantisme ? Parce qu'on ne peut pas rendre avec autant de détails qu'on le ferait dans un... Enfin, nos cartes, elles font 64 km², je crois. Donc en fait, et on en a 7. Si on avait tout rendu avec le niveau de détail à l'échelle 1-1, on n'aurait pas terminé le jeu. Mais il faut quand même réussir à retranscrire cette notion de gigantisme et à la fois avoir un terrain qui est intéressant. Et là, le concept artiste, il a aussi son rôle. Il va être capable de dire, à l'échelle d'une carte, d'un niveau, c'est un semi-open world, quel est le ressenti qu'on va avoir, quelles vont être les palettes de couleurs utilisées, est-ce que ça se passe en journée, est-ce que ça se passe le soir. Et en fait, tout ce travail-là de suggestion et ensuite de prévisualisation, c'est le rôle du concept artiste. Et enfin, quand on s'approche de la sortie du jeu, en fait, les concept art, on les réutilise parce que ça devient les outils marketing. Et qu'en plus, il y a un côté objet au concept art qui dépasse l'objet qui est le jeu vidéo. C'est-à-dire que en tant que tel, nous, dans les studios, par exemple, on a des tableaux qui sont les concept art du jeu. Parce que les concept art sont souvent, on va dire mis dans l'ombre, tu vois. Ouais. Et pourtant, si on se souvient, et je pense que toi aussi, tu te rappelles avoir vu Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, les vieux Disney. Oui. Bah, les génériques d'introduction, les génériques tout court même de ces films d'animation, de ces dessins animés, bah, c'était les concept art de Marie Blair, qui était concept artiste à l'époque sur ces films-là. Travaillait d'ailleurs sur les personnages, les environnements, très très folle en couleur. Hein. C'était incroyable. Et Disney avait déjà ce délire de mettre les concept art dans les génériques. Et si tu regardes des séries un peu plus récentes, alors je regarde plus grand chose en ce moment, mais à un moment j'avais accroché un petit peu à Mandalorian, à la fin on voyait les concept art, des concept art défiler dans le générique, et là je me suis dit, ça la vache, ça me rappelle des choses, ça me rappelle vraiment ce savoir-faire ancien qui met un peu en avant justement ce travail. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, au final les concept artistes produisent beaucoup d'images qui sont juste des étapes intermédiaires entre l'idée et le produit final, et on n'a pas forcément l'occasion de les voir outre que dans des artbooks. Et encore, les artbooks, c'est très limité. Je pourrais vous parler, par exemple, on va le citer, Timothy Rodriguez, donc un ami qui a bossé notamment sur Star Wars, Jurassic World 2, etc. Et j'étais allé le voir quand le Star Wars 8 était sorti. L'artbook venait de sortir, il avait 2 images dedans. Ouais. Alors qu'en fait, il a produit une quantité astronomique d'images. Mais l'artbook vraiment te montre, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 1 ou 2% ou 0,5% de tout ce qui a été fait. Et ça, ce qui fait que c'est difficile en fait de voir vraiment, de quantifier un peu le travail qui a été fait. Oui. Mais il suffit de voir les génériques de fin à la fin des films et tu te rends compte qu'il y a énormément de noms. Tous ces blocs que vous voyez à la fin, c'est souvent des concept artistes ou des VFX artistes, 3D artistes, tout ça. Quoi. Complètement. Et au-delà de ça, il y a un truc qui est assez sympa avec dans la prod de jeux vidéo, et les concept art n'y échappent pas, c'est une activité qui est itérative.
Et le cycle d'itération du concept artiste est plus court que le cycle d'itération de beaucoup de choses dans la création du jeu. C'est-à-dire que ça arrive régulièrement, et alors il y en a qui considèrent que c'est des défauts de prod, bon, mais ça arrive régulièrement de prendre un niveau et de se dire ok, on va changer le level art. Mais changer le level art, c'est des jours, des semaines de travail, ça dépend de la taille du niveau, alors qu'un concept artiste peut itérer beaucoup plus vite. Et c'est là aussi où il y a un vrai intérêt pour le concept artiste, c'est la rapidité d'itération. Nous, on a fait un truc qui était super sympa. À la fin de Goldorak, on avait pris des reels de tous les mois, en fait. On livrait une milestone, donc contractuellement, on livre l'avancée du jeu. Et on mettait une petite vidéo à chaque fois. Et du coup, avec toutes ces vidéos qui, à la base, sont simplement pour illustrer contractuellement comment on avance, on a fait un montage pour dire, regardez le jeu, comment est-ce qu'il a progressé. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et chaque étape est un gap par rapport à la précédente. Et pour le concept artiste, c'est un peu la même chose, mais c'est très rare qu'on fasse ce travail de se poser la question « Ah, mais cette image qui est géniale, qui maintenant sert pour du marketing ou je ne sais quoi, elle a commencé comment ? C'était quoi la première itération de cette image-là » Parce qu'en général, les premières itérations, elles sont déjà bonnes. C'est rare, on essaye en tout cas de travailler avec des concept artistes qui font des belles images. Sinon, c'est un autre problème. Mais quand on travaille avec le concept artiste, la première image, elle est peut-être bonne artistiquement, en tant qu'œuvre, mais elle est peut-être pas bonne en tant que produit vis-à-vis du jeu. Et cette dualité œuvre-produit qu'on retrouve à l'échelle du jeu, mais qu'on retrouve aussi à l'échelle du travail de chaque personne sur le jeu, elle est super importante. Et dans le cas du concept artiste, être capable de prendre un travail qui est bon et de dire « Ok, mais maintenant, comment est-ce qu'on le fait évoluer pour que ça soit un produit utilisable par du 3D, puis dans le cadre du jeu en général ?» C'est ultra important. Et je pense que ce travail-là, c'est un travail qui est, comme tu le disais, qui est en sous-marin. Quand on regarde les artbooks, on ne va pas montrer ce qui n'est pas ensuite dans le produit fini. Alors qu'en fait, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses sympas. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a des choses sympas. Et je pense que ça aiderait aussi de montrer ce qui n'allait pas. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est pour ça que c'est génial que tu puisses faire un podcast sur on va dire, l'envers du décor sur le jeu vidéo. On apprend beaucoup de ce qui ne va pas, et surtout dans le cadre d'un process itératif. Et le concept artiste, là-dedans, il a toute sa place. Il fait, enfin, tu pourras peut-être m'en parler mieux que moi, mais j'ai le sentiment qu'il y a énormément de fois où il fait quelque chose et en fait, ça convient pas. Toi, ça a dû t'arriver. Hein. Alors, c'est arrivé très souvent, mais la première fois où j'ai commencé à voir ce truc, c'était, alors tu vas rigoler, mais c'était en 1993. Oula. Ouais, j'étais petit, mais en fait, une des meilleures années du monde, puisque c'est l'année de la sortie de Jurassic Park au cinéma, déjà, et oui, on le rappelle. Et mes parents m'avaient offert un artbook qui recensait la pré-production, post-production et les storyboards. Et en fait, il y avait quelques concept art dedans, et magnifiques, mais ça montrait des choses qu'on voyait pas dans le film. Mmh. Et justement, nous on se disait, est-ce que c'est des scènes qui ont été supprimées ? Et c'est des années plus tard, donc en 2015, que j'ai compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelait Jurassic World, qui vaut ce qu'il vaut, mais ça m'a donné envie de lire Jurassic Park, le roman. Je lis le roman, et là, j'ai récupéré un tas de réponses incroyables. Mais pourquoi ? Quand j'étais gamin, mes parents m'ont offert à Noël les jouets Jurassic Park. Donc, tu avais le T-Rex adulte, le T-Rex adolescent, on va dire. Mais nous, on était là en mode, mais c'est pas dans le film. Les ptérodactyles, c'est pas dans le film. Ouais. Le Dimétrodon, c'est pas dans le film. Pourquoi ? Eh bien, justement, j'ai lu le bouquin. Et en fait, tout ça, c'est dans le bouquin. C'est juste que le film n'est qu'une petite portion minuscule du bouquin. Il y a des tas de chapitres qui ont été zappés, c'est pour ça qu'il y avait des concept art, parce qu'au début, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va faire les concept art de Jurassic Park, on n'a pas un scénario totalement terminé, on aura l'occasion de revenir avec d'autres invités pour parler plus du cinéma, mais ça marche comme ça en général quand un film sort, au niveau de sa pré-production, se lance en termes de pré-production, il n'y a pas de scénario fixe, on a juste des bribes de scénario. Là, j'ai eu des anecdotes des gens qui ont bossé notamment sur Thor, le 3. On les a tous convoqués aux États-Unis pour dire on aimerait ça. Donc, je vous laisse faire des images. On va vous revoir dans quelques mois. On regarde les images et ça va nous donner des idées pour mieux structurer le scénario. C'est vraiment, le concept artist va apparaître en pré-production. Pré-production très early, là, c'est ce dont on vient de parler. Donc, vraiment au début, pré-production. Et ensuite, il va réintervenir en post-production. Il peut même être sur le set de cinéma. Mais
on va pas s'égarer. Concernant Jurassic Park, c'est juste qu'ils ont au début fait pas mal de concept art en se basant sur le bouquin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de concepts avec les ptérodactyles, la volière, tout ça existe dans le bouquin et ça sera recyclé dans Jurassic Park 3. Les rapides, les raftings là, avec le T-Rex qui les poursuit, c'est dans le bouquin avec le professeur Grant aussi, mais ça n'intervient que dans le 3e film. Finalement, ils ont recyclé la scène. Et pareil, les dinosaures caméléons dont tout le monde a rigolé dans 2015 dans Jurassic World, c'était déjà présent dans Le Monde Perdu, le 2e roman du coup qui n'a rien à voir, très peu à voir on va dire avec le premier film, enfin avec le film éponyme, mais sinon niveau concept art c'est incroyable parce que du coup tu te rends compte que quand tu lis le bouquin tu comprends chaque scène, chaque dessin. Tout vient de là en fait. Et ça rejoint ce que tu disais, en gros, on va être amené à faire beaucoup d'images qui vont pas servir parce qu'elles ne matchent pas, parce qu'on a décidé qu'on changeait l'histoire, ou dans le cas du jeu vidéo, on va modifier beaucoup de choses, et à partir de là, ces mobs, ces monstres, ces créatures, on n'en veut plus. Pareil pour ces props, ces épées, ces armes ou ces personnages, et il faut tout retravailler ou rebouger les choses, quoi. Et c'est marrant que tu parles de littérature parce que ça fait énormément penser au travail des écrivains. C'est très rare qu'un écrivain se mette à écrire d'une traite un roman et ça y est, il est parfait. Peut-être que certaines personnes écrivent comme ça, ça doit être assez rare. Et donc, c'est aussi ce travail de se dire j'ai du bon matériel, mais parfois il est fragmenté et il faut le réutiliser, il faut le couper, il faut le remettre à d'autres endroits, etc. Il y a 2 choses là-dessus. La première, c'est que du coup, ça pose la question des outils. Dans la littérature, à l'époque où il n'y avait pas de PC, c'était quand même sacrément difficile de réorganiser le texte, il fallait réécrire, etc. Nous, on a quand même cette chance-là avec les outils qu'on a. On a des facultés d'itération, notamment en concept art, qui sont dingues, avec les systèmes de calque digital, etc. Et puis le deuxième sujet sur lequel je voulais t'entendre, c'est toi aussi, tu es sur une prod de jeu en ce moment. Et justement, avec toute une partie littérature. Eh bien, tout à fait. On est en train de développer un jeu, donc à l'échelle indépendante. On n'est que 4 personnes. Et à l'origine, j'étais tout seul et c'était pas un jeu vidéo. Ça n'avait rien à voir. C'était un autre support, mais qui a autant sa place et qui est aussi important dans notre société, je pense. C'était le bouquin. J'étais en école de communication visuelle. On m'avait vendu le jeu vidéo, tout ça. Donc il n'y avait pas d'école de concept art comme aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas tout ce qui est justement les Gobelins, et maintenant ils font du jeu vidéo. Tu as New Age, tu as Artside, toutes ces écoles en gros maintenant qui forment les gens pour devenir concept artiste. Mais à l'époque, non, il fallait qu'on fasse des écoles d'art pur et ensuite se lancer dans l'industrie du jeu vidéo pour le concept art. Parce que ça. Alors quand je te parle de ça, moi j'étais en école, ça fait 12 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Donc j'ai fait une école en 2010 jusqu'à 2012. J'ai commencé à travailler dans l'industrie en 2012. Et j'avais participé à un concours de jeunes écrivains. Donc les jurys, c'était la boîte d'édition de J.K. Rowling, du coup, qui a écrit l'histoire d'un petit sorcier pas très connu, je pense. Ça a été adapté en jeu vidéo, je crois, récemment. Oui, exactement, et beaucoup trop de temps dessus, d'ailleurs. Et j'ai envoyé le manuscrit, mais il n'était pas fini. Alors évidemment, j'ai pas eu de retour, mais ça se trouve, même fini, j'aurais pas eu de retour, j'en sais rien. Et j'avais des cours avec mon professeur de conception-rédaction, à qui je passe le bonjour, Xavier Tisserand. Très, très grand monsieur. Et on avait des cours de conception, de rédaction. Et en fait, à un moment, il me dit c'est marrant, t'es le seul qui met des dialogues dans tes histoires. Je fais oui, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Il lit le truc, il trouve ça très cool. Si je veux enjoliver, je dirais même qu'il a trouvé ça formidable. Et là, je lui dis que je suis sûr que j'ai écrit du coup une histoire pour un concours de jeunes auteurs. Et là, il me dit je vais te donner un contact qui vient de. Pas de n'importe où. Je fais, oh là là, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va m'amener? Il me fait, j'ai un ami qui travaille chez Gallimard Édition. Et tu vas lui envoyer ton manuscrit. Et moyennant peut-être une relecture ou quelques ajustements, je pense que ça peut passer. Parce que franchement, c'est pas mal. Je fais OK. Il m'envoie le contact. Sauf qu'à ce moment-là, tout a changé. J'ai arrêté à ma 2e année d'études mon école de communication visuelle, d'art, on va dire, mon école d'art, parce qu'en gros, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo. Je suis monté à Paris pour un stage qui s'est transformé très vite. On a transformé l'essai en contrat. Et là, j'appelle l'école, je fais je reviens pas. Mais le diplôme, alors moi, je vous le dis dans les yeux, le diplôme, on s'en fout. Je fais, c'est votre portfolio qui va compter dans l'industrie. Et le diplôme, il peut servir administrativement pour certaines démarches, certaines choses, j'imagine. Mais j'ai jamais vu aucun client me contacter ou aucun studio me dire « Bonjour, vous avez un diplôme ? Ok, on vous prend. » Non, le portfolio, c'est le portfolio.
Mais alors là, je te rejoins complètement. Nous, on ne se pose pas la question dans nos offres. On a recruté évidemment à plusieurs reprises. À aucun moment, on allait exiger un niveau de diplôme. Ce qui pourrait être drôle, en fait, si tu le demandais. Vous avez le bac? Ouais, ce serait super particulier. En fait, on est là pour produire et le diplôme est là pour sanctionner l'acquisition de compétences. Mais tu peux très bien avoir les compétences qui ne sont pas sanctionnées, c'est-à-dire qui n'ont pas été validées par quelqu'un, mais les posséder. Mhm. Et en fait, c'est pas vrai dans toutes les industries, mais dans l'industrie du jeu vidéo, le fait d'avoir un diplôme, honnêtement, je pense qu'il faut choisir son école pour 3 choses. C'est, faut déjà qu'elle vous plaise, que ce soit un endroit où vous ayez le sentiment de vous épanouir. Deuxièmement, il faut que la technique soit bonne, parce qu'en fait, alors je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais la technique, il y a une technicité, et il y a une technicité qui est croissante dans le jeu vidéo, et il faut la maîtriser. Alors, je vais te rejoindre à 100% et je vais même faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y. C'est qu'on aura un de nos prochains invités justement qui va venir juste pour parler de ça, école d'art, parce que moi-même j'enseigne en école d'art depuis, c'est ma 10e année là je crois. Ok. Il y a eu plusieurs écoles et en fait on a vu des tas de choses et en fait j'aimerais bien partager ça avec justement les étudiants potentiels qui pourraient nous regarder parce que il y a des pièges, il y a plein de choses à dire. Faut aussi pas oublier que la plupart des écoles c'est des usines à fric. Ils s'en foutent, on vous dit d'aller jusqu'au diplôme, mais en fait ce qu'on veut c'est vous avoir jusqu'à la dernière année, parce que le diplôme on s'en fout. Pas toujours, encore une fois, je vais pas non plus prendre la responsabilité de dire que le diplôme est à 100% inutile, bien sûr, ça serait faux, mais on a beaucoup de choses à dire et on le dira parce que ici on n'est pas en mode langue de bois je pense, donc on va se permettre. Mais du coup pour finir sur ta question... Attends, je termine juste une chose. Oui, vas-y. Le 3e point, donc au-delà, il y a la technicité. Et le dernier point, pour moi, c'est l'acquisition d'un réseau professionnel. Et je pense que ça, c'est ultra important. Et en fait, tout ce que je viens de dire là sur les 3 points pour choisir une école, ça demande une maturité que moi, j'aurais certainement pas eu au moment de choisir mon Pareil, école. ouais. Et donc, c'est ça qui rend le choix très, très difficile. C'est les raisons pour lesquelles on doit choisir l'école, on n'est pas capable de les évaluer au moment où on doit faire le choix de Exactement. de Et c'est choisir pour l'école. ça qu'avec le C'est très recul, difficile, hein. tu es toujours très déçu. Et il n'y a qu'à voir, hein, j'ai fait quelques salons étudiants. Je suis désolé pour le terme, hein, mais c'est le marché aux esclaves en fait. Ouais. Le but, c'est de récupérer un maximum de têtes. Vous êtes une école d'animation? Non, mais on peut quand même. Mais non, mais envoie-le ailleurs quoi. Les gens, je suis désolé du terme, mais ils ont clairement aucune race sur les salons étudiants. Hein. C'est terrible. Hein. Ouais, et moi je pense qu'un des critères, je sais plus qui avait dit je ne rejoindrai jamais un club assez minable pour m'accepter moi comme membre. J'avais trouvé la phrase bien. C'est Et génial. elle s'applique un peu, c'est un humoriste français, il faudrait que je le retrouve, mais elle s'applique aussi un peu aux écoles. Visez des écoles dans lesquelles vous pensez que vous n'avez pas de chance de rentrer, parce qu'il y a une sélectivité. Moi je pense l'Engmin par exemple, alors, en concept art, c'est une école qui est déjà uniquement au niveau master et qui est pas spécialisée du concept art, mais c'est une école qui est sélective. Et à partir du moment où il y a une forme de sélectivité, vous allez vous retrouver avec un réseau, puisque les gens qui sont rentrés, ils sont bons aussi, ils sont comme vous. Vous allez vous retrouver avec un potentiel de développer ce que vous faites, parce qu'on ne fait pas du concept art dans le vent, on le fait pour le mettre sur des projets. Et si vous êtes avec des gens qui font des choses bien, ils auront des projets. Pour peu que ça soit interdisciplinaire, dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir les conséquences de votre concept art en 3D. Vous rendre compte que en fait, faire du concept art de telle manière, ça ne fonctionne pas pour la 3D et ça va vous bloquer plus tard. Et en fait, réussir, quand on peut, à aller au contact de cette barrière qu'il peut y avoir à l'entrée de certaines écoles, je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose qui, professionnellement, amène à aller plus loin. Après, encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, moi, je donne mon avis sur ce que... je me donne le conseil que je me serais donné à moi si j'étais plus jeune.
C'est un conseil qui vaut que pour mon ancien moi et qui est à prendre avec des pincettes. Mais je le pense sincèrement. Je Non, pense que... je partage ton point de vue et je te rejoins même dessus parce qu'au final, c'est marrant, tu as dit, cette phrase qui m'a un peu marqué, tu as dit on est avec d'autres gens qui ont aussi choisi ça. Et en fait, on dit souvent aux étudiants en école d'art, vous êtes vos premiers contacts du milieu professionnel. Et c'est vrai que la pire chose que tu peux faire, et j'en connais des écoles comme ça, on y reviendra plus tard évidemment, c'est il y a des ambiances très toxiques. Et c'est vraiment, moi je préfère me barrer et aller dans une école peut-être un petit peu moins haute en termes de niveau, mais où les gens sont quand même bienveillants, qui a une bonne mentalité, parce que ça peut très vite partir dans tous les sens. Et c'est vrai que nous, dans l'école où on était, tout le monde était très chaleureux, et au final, cette phrase, vous êtes vos premiers contacts du milieu professionnel, elle a pris tout son sens, en tout cas pour moi, parce qu'en 2017, je crois 2018, j'ai une ancienne camarade qui m'a contacté en mode, on a un projet avec Ubisoft San Francisco, est-ce que tu es dispo? Et c'est parti. Ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, ouais, on a enchaîné plein de projets avec eux. Et encore une fois, c'est parce qu'on est toujours resté en très bons termes, mais il n'y avait pas de raison d'être en mauvais termes, en fait. Il faut être juste bienveillant et respectueux, quoi, c'est tout. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, et on ne le dit pas assez. Oui, c'est ça. C'est qu'on a le sentiment qu'on va être en compétition les uns avec les autres, alors qu'en réalité, non. La compétition, elle se fait vis-à-vis d'un absolu qui est la compétence. Et ça, tout le monde est en compétition avec une compétence qui en plus s'améliore. Je pense que ce qui est exigé plus exactement des concept artistes est de plus en plus difficile. Et cette course-là, il faut la mener et c'est pour ça que c'est difficile. Mais elle est certainement pas vis-à-vis des gens avec qui vous êtes en promo. Parce que sur votre promo de concept artiste, même si vous êtes, j'en sais rien moi, une 30 ou 40, c'est pas les 30 ou 40 personnes qui vont faire la scène concept artiste de demain à l'échelle de la France, encore moins à l'échelle du monde. Ça peut tous être des gens excellents. Moi, je sais que dans d'autres domaines, en fait, quand les gens sont bons et s'entraident, ils vont beaucoup plus loin ensemble. Exactement, on se tire vers le haut. Ouais. Et tout le monde se tire vers le haut. Et c'est toujours un plaisir en plus de bosser avec des gens qu'on a connus, qu'on a vu progresser. Moi, je sais qu'une des choses dont je suis le plus fier chez Enroad, c'est l'équipe qu'on a montée. Il y a plein d'autres choses dont on peut être fier. Je veux dire, je suis content des jeux qu'on produit, je suis content de la relation qu'on peut avoir entre associés, etc. Mais on a réussi à créer quelque chose, le temps d'une prod sur Goldorak, qui était un peu exceptionnel dans la façon dont les gens l'ont vécu. Alors, il y avait évidemment des hauts et des bas, mais il y avait une bonne ambiance. Il y avait une envie de faire quelque chose de chouette. Il y avait des références communes. Et ça, c'est un moment dans l'histoire de la vie de chacun qui... je ne vais pas parler pour tout le monde, mais moi, dans ma vie, c'était un moment chouette. Et donc, voilà. Et donc, j'espère que la prochaine prod, ça sera aussi l'occasion de le faire. Et je pense que dans la vie professionnelle, il y a un peu ce côté-là. On essaye que chaque étape soit une étape chouette. Surtout que la garantie, c'est qu'il y aura des choses pas chouettes qui vont se passer. Bien sûr. Ouais. Ça, faut s'accrocher. C'est ça, exactement. Il faut toujours s'accrocher. Il y a toujours de la complexité qui se rajoute là où il ne devrait pas avoir lieu. De temps en temps, on est responsable. De temps en temps, on n'est pas responsable. C'est compris, c'est pas compris. La difficulté, elle est toujours présente. J'imagine que toi, ça a dû t'arriver d'avoir des projets qui ont été un peu terminés en avance de phase, comme on dit. Il y a eu des projets qui étaient difficiles, notamment, je pense que je peux le dire parce qu'il doit être sorti maintenant, mais j'ai bossé très longtemps sur... je vais faire attention à mes mots parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont un peu confidentiels, mais j'ai bossé un moment... Alors, il y a eu Watch Dogs Legion, mais avant et après, on a bossé beaucoup sur ce jeu. Alors, je ne sais pas si c'est le titre officiel parce que le nom de code était différent quand on bossait sur la prod. C'est comme... Retour vers le futur, c'est Paradox, machin, je crois, le titre en prod. Et là, le jeu, je crois qu'il a été révélé il y a un moment. Il s'appelle X-Defiant de Ubisoft. Et ça, je ne montre rien parce que le jeu s'est pris une tollée quand il a été révélé. En fait, quand on a bossé sur le jeu au tout début, les concepts étaient magnifiques. Il y avait des idées vraiment folles. Et tu as l'impression qu'il y a plein de vieux investisseurs qui sont venus derrière. Et tiens, le Polonais, maintenant, il va être mexicain. Tiens, il y a eu plein de swaps qui ont été faits. Et au-delà de ça, ce que j'ai reproché aussi au projet, c'est qu'au début, on sentait qu'il y avait de la proposition artistique qui était vraiment amenée. Et on bosse, on propose des trucs, plusieurs mois sur lesquels on est plus sur Watch Dogs Legion, on revient sur X-Defiant, et là, on reconnaît plus rien. On a l'impression que ce jeu a été fait par des vieux
qui veulent avoir l'air cool. Wow. Mais du coup, le jeu était déjà ringard avant même qu'il soit sorti, j'ai trouvé. Et ça m'a mis une claque, quoi, parce que ça arrive plus d'une fois. Hein, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais ça fait chier. Ouais, et il faut pas s'étonner clairement. qu'on veuille faire des jeux indés après. Hein, C'est sûr. les clients, parfois, ils sont chiants, mais ils te demandent des trucs. Alors là, moi, je travaille plus principalement là, avec Blizzard. Ouais. Ils sont adorables. Franchement, c'est un mail de temps en temps. Les délais sont très longs. T'es à la maison. Ouais, donc ça c'est chouette. Donc ça, c'est le type de client que j'aime bien. Mais c'est vrai que là, même si les gens chez Ubisoft étaient géniaux, hein, tu vois, c'était réunion le soir à 18h, parce qu'ils étaient à San Francisco avec le décalage horaire, c'était le matin chez eux, en mode vraiment très américain, tu vois, très good vibe et tout. Et ils sont vraiment dans cette philosophie de récompenser. Ils te gratifient beaucoup. C'est « It's amazing », tu vois. C'est génial, c'est le discours à l'américaine. Mais vraiment, c'est con, mais on en a besoin de ça. On a besoin Bien de sentir que le travail qu'on a fourni est bien. Tu as déjà travaillé avec des Français qui, eux, te disent « Ouais, cool ». Mais est-ce que c'est bien ? On a besoin de se sentir gratifié. C'est une récompense morale qui est nécessaire pour se sentir bien aussi dans son travail, quel que soit le travail d'ailleurs. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un point d'honneur qu'on est dans les feedbacks qu'on essaye de faire, que ce soit en interne ou même avec d'autres gens. Chez Enroad, on s'oblige à ce que les feedbacks positifs qu'on fait soient spécifiques. Parce que c'est très facile de faire un feedback négatif spécifique. Dire, tu étais en retard ce matin, c'est très spécifique. On n'a pas ce genre de sujet, évidemment. Mais par contre, pour les feedbacks positifs, en général, et souvent, pour des métiers artistiques, c'est ouais, franchement, c'est top ce que tu as fait. Par contre, j'ai l'impression que les flammes sur ton dessin, il y en a trop, elles viennent polluer, etc. Et donc, la partie chouette, entre guillemets, elle est complètement... quand on reçoit ce genre de feedback, c'est comme si elle n'avait pas existé. Bah oui, on se concentre sur le négatif. Exactement. On est tout de suite en train de se dire comment est-ce que j'aurais pu faire les flammes différemment, je sais pas trop. Alors qu'en réalité, si quelqu'un vient et dit écoute, dans la salle que tu présentes, le sens de la perspective il est très réussi, on a une vraie impression de volume et ta gestion des ombres et du clair-obscur est super sympa. Par contre, je trouve que les flammes que tu as mis au premier plan, elles viennent polluer ton discours. C'est pas du tout la même chose. Soudainement, on se dit attends, j'ai fait du bon travail. Comment est-ce que je vais le rendre encore meilleur ? Et c'est pas le même rapport en fait au travail. Et je pense que souvent, et alors là, je pense que je peux m'adresser à quasiment tous les concept artistes. Si vous avez du feedback positif flou, c'est pas du tout de la malveillance de la part des gens qui vous encadrent, la plupart du temps. C'est simplement que c'est le plus simple quand on ne sait pas comment remercier les gens. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière naturelle en détail. Donc on va dire c'est chouette. Et puis de toute façon, t'es payé pour, c'est ton boulot, c'est pour ça que tu as été recruté. Et il faut le demander. Il faut dire est-ce que dans ce que j'ai fait spécifiquement, il y a des choses qui fonctionnent bien parce que je vais pouvoir les réutiliser. Et c'est une demande qui est complètement légitime et c'est une demande qui va renforcer aussi professionnellement votre confiance en vous et à juste titre. Parce que en fait, ces éléments-là, ils sont déjà présents dans votre travail. Donc voilà, my two cents sur vos prochains entretiens annuels. Je suis assez d'accord avec toi et c'est quelque chose dont on parle aussi en cours, c'est justement le rapport à la hiérarchie au client. Et en fait, je constate souvent que les élèves sont pas trop formés, que les apprentis sont pas trop formés à avoir ça. Donc j'ai tendance en général à leur recommander des bouquins, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Des livres qui expliquent comment gérer ta relation avec ton client, ton patron, ce genre de choses. Et en fait, on n'a aucun cours là-dessus. Et en fait, quand tu es lâché dans la nature, à partir de là, tu te dis mais comment je dois gérer mon client ? En fait, c'est très simple. Moi, ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que le client, c'est juste de la séduction. Alors attention, on ne va pas s'éparpiller, mais il faut créer de la confiance, il faut le rassurer et il faut qu'il sente à la fin de l'entretien que vous avez parlé que vous êtes la personne qui va régler sa problématique. Donc si vous êtes capable, alors juste si vous êtes un beau parleur, oui c'est sûr, c'est une bonne chose. Il faut avoir la technique derrière aussi, suivre avec les promesses. Mais si vous êtes là en mode, je sais pas trop, ouais, je pense que c'est jouable et tout. Et ça, c'est le mois d'avant. Typiquement, moi, j'étais comme ça. Et c'est vrai que j'ai lu un petit livre, alors qui paye pas de mine, ni dans son titre, ni dans sa taille. Ça s'appelle « Comment se faire des amis ».
Ça a l'air vraiment très on cringe. dirait Mais, Rémi sans amis. Là. Exactement, mais en fait c'est un livre qui t'explique un peu comment gérer les relations avec les gens, les clients, tout ça. Et en fait j'ai appris des choses mais phénoménales. Alors on me l'a recommandé, évidemment je suis pas allé tout seul dans ma vie minable d'avant le chercher. Et en fait il y a pas mal de choses. En fait ça développe aussi les compétences d'intelligence sociale. Petit exemple très simple, un dîner mondain. Beaucoup d'invités, 19e siècle. Et là, il y a un hôte qui est en bout de table et qui est en mode oui, Shakespeare, mec incroyable, grand auteur et tout. Et un des invités, qui nous donne l'impression on a un peu l'impression d'incarner ce personnage, va dire oui, cette pièce de Shakespeare a été écrite en, je sais pas, je vais dire une bêtise, 1700 et quelques. Et l'hôte va dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est 2 ans après. Il commence à se taquiner un peu, mais tu sens que c'est agacé. Et à partir de là, tu te dis, mais qui a raison, qui a tort ? Et là, on ne le sait pas, mais à la table, il y a un pro-Shakespeare qui est là. Un professeur qui connaît toute son œuvre. Et là, on l'interroge. Et il donne raison à l'hôte. Fin du débat. Et là, le personnage dont on se sent être l'incarnation va dire à ce professeur, mais vous saviez que j'avais raison, pourquoi vous avez fait ça ? Vous êtes invité à sa table. Parfois, il vaut mieux laisser la victoire, dans certains cas, à d'autres personnes pour éviter de créer justement de l'agacement et peut-être vous le mettre à dos. Et en fait, c'est plein de petites astuces comme ça. C'est pas de l'hypocrisie, c'est juste il faut savoir être intelligent socialement. Il faut savoir quand l'ouvrir, quand se taire, quand donner la victoire, quand la prendre. Et tout ça rejoint vraiment dans la globalité le bouquin pour t'expliquer un peu comment gérer tes relations avec les gens. Et la partie sur le client est très intéressante. Et à partir de là, tu récupères des automatismes qui te permettent justement de savoir rassurer ou non justement ton client. Et je trouve ça génial parce qu'on en a besoin. On en a besoin vraiment. C'est hyper drôle et je pense que ça touche aussi à un point qui est ultra intéressant, qui est à quel point tu es capable d'aller chercher des ressources quand tu identifies que tu as une lacune. Exactement. Ouais. Et en fait, si on prend cette distinction qui a peut-être pas forcément raison d'être, mais soft skill, hard skill, dans les hard skills, on se rend bien compte qu'il faut qu'on aille chercher des ressources parce que dessiner, il y a une façon de faire et parfois c'est comment est-ce qu'on tient son stylet il y a même des gens qui vont t'expliquer comment le tenir parce que ils ont développé une théorie autour de ça, etc. Et à côté de ça, surtout en France, le côté soft skill, on se dit soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais, est-ce que lui, il a une âme de leader parce que il a la voix qu'il porte, je sais pas. Lui, c'est un séducteur, etc. Et en fait, oui, on a des prédispositions, mais tout comme il y a des prédispositions dans plein d'autres domaines. Et il faut atteindre une sorte de ligne de flottaison dans à peu près, professionnellement, là je parle, dans la plupart des domaines. Et cette ligne de flottaison, si à un moment donné, naturellement, on n'a pas été dans un univers qui nous a permis de nous développer, faut pas hésiter à aller chercher des ressources, même quand parfois ça paraît un peu... ce que tu disais, le bouquin Comment se faire des amis. Oui, c'est ça. Et ouais, ça paraît un peu bête, mais non, faut la curiosité, surtout dans son intimité en fait. C'est qu'il y a vie privée, vie publique, et en fait, on est super libre dans notre vie privée. Et donc, autant aller se renseigner. Et il y a plein de façons d'apprendre différemment. Toi, je sais que les bouquins, c'est un truc qui te passionne. Mais je connaissais quelqu'un... Ouais, c'est vrai. Mais je connaissais quelqu'un qui adorait regarder les forums sur Internet en se disant, mais comment est-ce que les gens vivent leur vie et les situations qu'ils rencontrent. Donc, j'en sais rien, des trucs tout bêtes. Avec mon proprio, il s'est passé ça et tout. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas ces situations-là dans sa vie, mais qui aimait bien aller regarder juste pour se faire une idée beaucoup plus large que par sa propre expérience de « Ah, dis donc, c'est comme ça qu'ils approchent les problèmes ». Évidemment, t'es scié une fois sur deux parce que tu te dis « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» etc. Mais mine de rien, t'es exposé à plein de situations et ça te fait progresser. C'est le principe de l'éducation. On t'expose à des tonnes de situations ou à des tonnes d'œuvres ou à des tonnes de... peu importe ton domaine. Et à la fin, chacune individuellement, tu vas dire « Ah oui, ok, pourquoi pas ?» Mais ça t'aura donné une pluralité de sensations desquelles tu pourras abstraire du sens et peut-être réappliquer à tes propres situations. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant et c'est chouette d'avoir des gens qui s'ouvrent aussi, qui se disent « Bah ouais, moi c'est un truc que j'ai fait parce que c'est utile et que c'est la plupart des gens, d'une manière ou d'une autre, en fait, le font. »
Il faut être Euh, curieux de toute façon. ouais. La plupart des étudiants, quand tu les vois, dans leurs premières années, ils ont l'air très jeunes et tout ça. Ouais. Mais tu vois quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont une discipline, une maturité, une Ouais. curiosité beaucoup plus élevée. Mm. Et au final, c'est important parce que c'est vrai que là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment de la multicompétence. Mm. Tu arrives, tu es concept artiste, tu sors d'école, tu veux être freelance en plus. Tu dois réussir à te vendre, tu dois gérer tes statuts administratifs, gérer ta compta, gérer justement tes relations avec le client, gérer les travaux qu'il va te Mm. demander. Tu fais 1 milliard de métiers. Tu dois être aussi intéressé par le marketing parce qu'au final, tu vas devoir te vendre, tu vas devoir justement approcher des clients, des structures. C'est pas juste envoyer un message en bonjour, je vous envoie mon CV. Non, en fait, un message impactant, vraiment impactant, c'est du travail. Et oui. Il faut partir du principe que tu ne vas pas faire ce que font 99% des gens. Mm. Qu'est-ce qui va surprendre? Alors, on ne te demande pas d'envoyer justement un truc complètement absurde et décalé, mais il faut montrer que tu as de l'audace parce qu'au final, là, en ce moment, je regarde beaucoup d'émissions sur le net qui racontent un peu la vie de beaucoup de célébrités. Ouais. Le point commun que j'ai remarqué, et ça, c'est pas une surprise, c'est vraiment ce culot. Le Ouais, culot oui. et l'audace. Et l'intelligence sociale aussi. Mm. Savoir justement comment aller. Là, j'avais des étudiants qui étaient très, très culottés à une époque. Je me souviens, ils font ouais, on est allé à ce workshop, donc à ce salon justement d'art et tout ça. On a récupéré plein de contacts. Mais vous avez fait comment? Bah, on allait les voir direct. Ils étaient occupés, mais on s'en foutait. Voilà, faut y Ouais, aller. complètement. Faut partir du principe que tu vas pas y aller. Il y en a 10 Mm. devant toi qui vont se dire moi, j'y vais. Mm. Moi, j'ai pas peur. Non, Donc, mais exactement. Les 3 trucs, hein, talent, travail et envie, et c'est Mm. les 3 vont dans le main dans la main. Parce Un que triple handshake. Exactement. Mais il y a un peu ce côté-là. Le talent, il faut reconnaître déjà, il y a des gens qui sont moins talentueux que d'autres. Et pourtant, c'est des gens qui peuvent avoir leur place dans la profession. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. En revanche, le travail et l'énergie, et qui sont deux choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très bosseurs, mais qui ne vont pas se forcer à sortir de leur zone de confort. Et il faut les deux. Ça, c'est des choses qui, comme tu le disais, peuvent te permettre d'aller au-delà. Et parfois, l'énergie, c'est pas simplement l'énergie, c'est une énergie qui doit se transformer en courage. C'est-à-dire qu'il y a le fait de pouvoir, à un moment donné, poster des choses dont on n'est pas complètement satisfait, mais où on se dit j'accepte quand même le regard de quelqu'un d'autre sur ce que j'ai fait, parce que pour peupler mon portfolio, j'en ai besoin aujourd'hui. Eh ben, c'est une forme d'énergie qui est difficile et qui va souvent à l'encontre, en plus, d'une forme de perfectionnisme qui est nécessaire pour pouvoir continuer à progresser. Mais c'est quelque chose qui pèse, qui a une vraie importance. Et moi, je sais, alors de manière très simple, hein, quand on faisait les recrutements de concept artistes, on en a recruté à plusieurs reprises, le book, l'ArtStation, hein, pour faire simple, c'est la seule chose qu'on regarde. Je lis pas les lettres. Alors, ça a pu m'arriver de lire des lettres de motivation. En réalité, je les lis pas. Pour faire très simple. C'est-à-dire que je vais sur le book, et si le book est intéressant, ensuite on rentre dans une deuxième phase. Et d'ailleurs, peut-être que c'est intéressant de parler simplement de comment se passe le processus de recrutement dans un studio de jeux vidéo. Carrément. Chez nous, en tout cas. Carrément, ça m'intéresse. Tu vas nous en parler. Moi, je vous raconterai notamment plus de l'autre côté du miroir comment ça s'est passé. Ah ouais. Mais je suis très intéressé de savoir comment ça se passe. Ouais. Je pense qu'il y a, pour toi, en tout cas. Il y a une chose, et alors encore une fois, c'est chez Enroad, mais il y a 2 phases. Il y a la première qui est une phase d'élimination, et il y a une deuxième phase qui est une phase de sélection. Et spoiler alerte, la phase d'élimination est beaucoup plus longue que la phase de sélection. Donc, la phase d'élimination, c'est quoi? C'est, on reçoit, je sais plus, quand on avait posté le concept artiste la deuxième fois sur Goldorak, on avait dû recevoir 400 CV. Donc sur la FJV, hein, si en France c'est le portail sur lequel il faut aller regarder les offres, si vous n'êtes pas au courant, c'est ultra important. Et on reçoit 400 CV. Qu'est-ce qui se passe? Première phase, on a quelqu'un qui simplement va regarder les profils, les ArtStation, les ouvrir tous un à un, et qui en 10 secondes va mettre une petite note entre 0 et 5. Et comme on a 400 CV, ben en fait tous les gens qui sont pas à 5, donc même des 4, eh ben, ils passent dans l'autre pile. Et l'autre pile, c'est les gens qui ont très peu de chances un jour de rentrer. Et cette appréciation, elle est un tout petit peu injuste parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je mets 4 et je mets pas 5 ? Je parle pour le haut du panier, parce qu'ensuite, il y a des ArtStation, il y a 3...
Enfin, il y a 3 images qui se battent en duel, on va pas, simplement, on peut pas juger, donc c'est éliminatoire. Mais à partir du moment où il y a un peu de contenu, en fait, ça va être le ressenti émotionnel sur le moment de se dire, ok, c'est des images que je pourrais voir dans un artbook du jeu. C'est le niveau de professionnalisme qui va parler à ce moment-là. C'est la quantité, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a une grande quantité, il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 images bonnes dans le tas et on se dit la personne en est capable et le reste, on sait comment ça fonctionne de travailler un artbook. Ça fait 5-6 ans que les gens sont dessus. Bon, il y a des choses qui sont moins bien. Et puis on ne sait pas dans quelles circonstances ça a été fait, etc. Exactement. Juste une petite Ouais, parenthèse vas-y. là-dessus, c'est très important. J'avais eu des échos de gens qui avaient rencontré des gens qui bossaient chez ArtStation. J'ai eu les sources de deux personnes, donc ça me semble plutôt véridique, qui disaient que les images en général qui sont postées sur ArtStation, les recruteurs vont considérer que la meilleure image, enfin la moins bonne image, pardon, c'est ce que l'artiste peut faire de mieux en situation de prod. Que sa meilleure image, il a peut-être passé 50 heures dessus, alors que normalement, il devrait en passer que 10, qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont altérer ça, pardon. Et à partir de là, faut vraiment se focaliser sur la moins bonne image. Donc, il est très important, quand vous avez un ArtStation, de le mettre régulièrement à jour, de dégager vraiment ce qui est obsolète et surtout d'être cohérent dans vos images. Si tu as du réaliste et du cartoon, tout ça mélangé, on vous prend pas au sérieux en général. C'est le bordel. Et par contre, avoir une série de réalistes et une série de cartoons, ça peut être une chose, mais organisé. Ouais. Exactement. Et surtout ce que tu disais, c'est-à-dire il faut qu'en soi, l'ArtStation avec que le cartoon ou avec que le réaliste soit déjà un ArtStation qui puisse être considéré. Et donc ça c'est une bonne chose. Faites attention au CV parce que les CV on les ouvre aussi. Et en fait, ça montre le CV, ça va plus être, on va plus juger les soft skills. On va pas regarder forcément ce qu'il y a dans les CV, mais si le CV il est mauvais, éliminatoire. Genre par exemple, il y a une photo de la personne qui est mal faite. Et ben on se dit, cette personne s'est dit, je vais poster une photo, je vais donner à un recruteur potentiel un truc qui est mal fait et ça ne me pose pas de souci. Et ça, dans un processus de recrutement, même chose, ça fait tiquer. Alors que pourtant, c'est pas la compétence en termes artistiques. La personne, on lui demande pas de savoir faire des photos. C'est révélateur, très révélateur de l'hygiène de vie de la personne, j'ai envie de dire. Ouais, Enfin, quand je dis hygiène de vie, c'est pas comment il mange ou tout ça, c'est plus la manière dont il prend ses décisions, son exigence, toutes ces choses-là. Exactement. Et c'est terrible quand, le coup de la photo pas cadrée ou très mal pixelisée ou ce que tu veux, c'est très éliminatoire. Même chose sur ce qu'on va montrer. Moi, je sais que ne pas mettre suite Office 1 étoile sur 5. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est t'es mauvais là-dedans et tu me l'indiques? C'est une question. C'est terrible. Donc gardez ça le plus clean possible, surtout pour de concept artistes, parce qu'en fait, encore une fois, comprendre qu'à ce stade, on est dans l'élimination, on n'est pas dans la sélection. Le CV, l'ArtStation ne vont pas permettre de sélectionner. Ils vont uniquement permettre d'éliminer des candidats parce qu'on en a un nombre énorme. Et donc être le plus propre possible et pas forcément essayer de se démarquer à ce stade-là, c'est ultra important. Puis ça montre aussi une chose, c'est est-ce que la personne est capable d'aller chercher des ressources au-delà d'elle-même. Et encore une fois, ça pose plein de questions parce que il y a le talent de la personne et on aimerait recruter uniquement pour ça. Et en fait, on se rend compte que dans le reste des compétences, il y a aussi ce qui vient autour de la personne, notamment la capacité à être entouré, etc. Mais c'est là où faire une bonne école, c'est là où avoir un cercle de gens, à un moment donné dans la vie, avoir réussi à prendre les opportunités de gens sur qui on peut compter pour envoyer un CV et que la personne nous dise ça va pas, c'est hyper important. Et donc ensuite, on continue. Des CV, donc tous les CV à 5 petites étoiles sont remontés. Le directeur artistique va regarder. Et là, on va commencer à introduire la notion du projet. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui, globalement, auraient leur place. Mais maintenant, est-ce qu'ils fit avec le projet? Et donc, si on est sur un projet cartoon, faut que l'ArtStation, il ait du cartoon dedans ou qu'il ait déjà démontré ça. Et donc, là, ça peut être intéressant, à un moment donné, si on vise vraiment un poste, de se dire... moi, par exemple, si j'avais reçu un ArtStation dans lequel il y a un Goldorak bien fait, sur le projet Goldorak, on regarde avec plus d'attention. Ça peut être éliminatoire aussi, parce que si c'est mal fait, du coup, c'est immédiatement éliminatoire. Ensuite, nous, on a une phase où on fait un test technique. C'est pas forcément le cas pour tous les postes. On l'a fait à l'époque sur le concept art. Et donc là, c'est pour pouvoir co-évaluer. En fait, ce qui est très difficile, c'est
quand on a des gens qui ont des profils qui sont différents, ça va être de réussir à se dire, en fait, on va plutôt prendre telle personne plutôt que telle autre personne. Et donc, le test technique, il ne sert pas au jeu. C'est quelque chose qui ensuite appartient au... On ne fait jamais évidemment passer des tests techniques pour faire de la production. On essaie de les garder assez courts. Et le but, ça va être de pouvoir sélectionner ensuite. Donc là, on est à 3-4 personnes à qui on fait passer un test technique, enfin à qui on propose de faire passer un test technique. Et lorsque ces tests sont faits sur un brief qui est très détaillé, donc par exemple, c'était sur faire un mecha, eh bien, ça va offrir un support sur lequel la personne a travaillé récemment, sur laquelle la personne a mis un temps qui est contrôlé et qui va permettre de faire le support à l'entretien avec le directeur technique et avec moi. Et là, on va pouvoir poser des questions qui sont les mêmes à tous les candidats. Ok, par exemple, là, c'était sur un mecha, donc un mecha qui aide les humains. Voilà, un monstre gentil, en gros. Et donc, les questions, ça va être, ok, comment est-ce que tu as fait tes choix de volume ? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans le fait de... Tu es parti sur un choix de gigantisme. Pourquoi est-ce que tu as opté pour un angle en plongée ? Parce qu'on aurait pu penser que le gigantisme, tu aurais voulu le donner en contre-plongée. Et en fait, là, on a des vraies discussions artistiques qui, en fait, sont les discussions qu'on va avoir avec quelqu'un avec qui on travaille au quotidien. Et c'est là où vraiment on peut faire une sélection parce qu'il y a des gens avec qui on va se dire « Mais attends, mais c'est génial. Son image, c'est pas la meilleure. Mais la façon dont on est capable de parler sur l'image... » Et on sent que la phase d'itération suivante, elle va être bonne. Parce que la personne se dit « Ah oui, j'avais fait ce choix-là, mais en fait, non, à refaire, je pense que je le referai différemment. » Et puis, on a des gens qui vont être un peu plus obtus ou des gens avec qui la communication est plus difficile parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, tout simplement. Et encore une fois, ne pas se laisser décourager parce qu'on n'a pas été retenu quelque part. Une personne est douée dans un contexte. Quelqu'un peut être très bon en freelance concept art sur des méga projets. Quelqu'un peut être... et la même personne pourrait être très mauvaise dans un studio indé. Et vice-versa. Et donc, trouver sa place, c'est aussi important que... à mon sens, mais c'est aussi important que d'être bon réellement. Je ne sais pas si ça te parle. Si, parce qu'on a tous des styles un peu différents. Alors, Ouais. moi, c'est un peu spécial, tu vois, parce que je suis passé vraiment du réaliste avec Pretty Simple, Ubisoft, et ensuite Blizzard, qui est très stylisé, semi-stylisé, stylisé. Et c'est vrai que parfois, on venait me voir avant pour des directions artistiques assez réalistes, mais moi, j'en avais marre. Vraiment, je voulais faire que du cartoon. Et si t'as pas vraiment le style qui match, il faut pas le mettre en avant. Là, on parlait de ArtStation justement, et c'est très important en gros de pas mettre en avant ce que vous voulez pas faire. Donc, si vous voulez faire du réaliste en mode Assassin's Creed et tout ça, mettez ce genre d'image. Si par contre vous avez un style plus cartoon et que c'est ce que vous voulez faire, mettez-le en avant. Mais oui, il y a des gens qui vont pas avoir la même sensibilité, et parfois t'es contacté. Pour ma part, ça m'arrive, on me contacte pour bosser sur des prods, je regarde un peu ce que font les gens et je leur dis, mais en fait, ça ne matche pas. J'ai été contacté l'année dernière et encore cette année, ils insistent, c'est Gameloft, pour bosser sur leur prod et c'était de la SF, mais moi, j'avais quasiment que de la fantasy. Alors, ils me contactent et ils commencent à me dire, ouais, c'est génial et tout, mais t'as pas de SF sur ton session. Je fais, bah ouais, mais c'est vous qui m'avez contacté, donc on fait quoi du coup? Je suis maintenant, faut peut-être qu'on discute. Et du coup, moi, j'étais pas mal à l'aise avec le truc. J'ai fait de la SF, mais c'est juste que je la montre pas parce que je préfère la fantasy, évidemment. Et ça fait chier qu'on ait quand même te chercher pour de la SF. Mais c'est très important, en gros, de cibler ce pour quoi on veut bosser. Quand un concept artiste, un jeune concept artiste va dire, oh, moi, je veux tout faire. Non, il faut pas avoir peur d'être un petit peu sélectif. Pareil, dans les écoles, j'ai tendance à dire aux étudiants, vous voulez faire de l'enviro ou du character design, personnage ou décor. Et il y en a, ils me disent perso. Et moi, j'ai tendance à aller envoyer les étudiants vers l'environnement parce que ça nécessite un petit peu moins d'exigence que le character design. Character design, tu dois maîtriser l'anatomie, les proportions, les volumes, le corps humain, enfin, c'est beaucoup de choses, le muscle, le squelette, tout ça, la gesture, bref, il y a beaucoup de choses. L'environnement, certes, il y a aussi de la composition, de la gesture, des choses comme ça dans les décors, les volumes, mais si tu fais un rocher un petit peu décalé, c'est moins grave qu'une épaule, par exemple. Donc j'ai tendance à dire, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, j'ai bossé 2 ans dans l'enviro, mais le soir je cravachais mon anatomie, parce que c'est sur quoi je voulais bosser après. Aujourd'hui, je fais principalement du character design, et c'est possible quoi. Donc ce que j'aurais tendance à dire, sans trop
m'écarter du sujet, c'est le style. Évidemment, il faut l'avoir en tête et il ne faut pas hésiter, surtout quand on sort d'école d'art et qu'on n'a peut-être pas énormément de compétences, de se dire je me focalise sur un truc. Parce que j'ai connu des écoles d'art où en sortant, ils avaient fait du game design, du dev, du concept art. C'est le bordel. En fait, il faut considérer... C'est une initiation en fait. Ça marche pas. C'est comme World of Warcraft. Alors, pourquoi? Quand vous êtes dans une guilde, il n'y a pas un mec qui est prêtre, paladin, guerrier, druide. Non, chacun a son rôle, comme dans un studio de jeux vidéo. Exactement. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Mais si vous arrivez... Ah non, mais ils doivent se marrer, les gens, dans les studios, quand ils reçoivent les CV. Bonjour, je fais du sound design, du game design, du character design, du cooking design. T'as tout à fait raison. Les profils juniors multiples, on les regarde pas sérieusement. Parce que... alors que peut-être qu'il y a une perle rare qu'on a complètement éliminée. Mais quand bien même vous seriez cette perle rare, si vous postulez quelque part, insistez, donnez de la lisibilité à votre profil. Quitte à réinventer en omettant certaines parties de votre parcours. Parce que oui, vous avez sans doute fait du game design dans une game jam, etc. Mais en fait, est-ce que c'est ce que vous avez envie de raconter si c'est pour du concept art ? Peut-être que vous avez envie d'omettre ces détails-là, simplement pour dire, voilà, moi je suis concept artiste, depuis le début je veux faire du concept art, j'ai toujours fait du concept art, je ferai toujours du concept art, et c'est pour ça que vous avez besoin de moi dans votre équipe, parce que je suis bon dans ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que vos idées de game design, elles sont mauvaises, au contraire, mais c'est pas ce dont on a envie de parler quand on vous recrute. Bien sûr, il faut savoir le sujet et il y a aussi peut-être un peu d'insécurité de se dire si je dis que je fais plein de choses, il y a forcément un truc qui va passer. Mais je pense que c'est un manque d'exigence avec soi-même. Il ne faut pas hésiter à se focaliser justement sur les compétences, comme tu dis, qui sont déterminantes. Et le reste, dans tous les cas, c'est une plus-value, une belle surprise si tu rentres dans la boîte après en disant j'ai des notions et je peux en parler, quoi. Ouais. On peut parler on peut être critique. Moi, j'utilise beaucoup cette analogie-là. Je dis souvent, tu peux critiquer la cuisine, être critique culinaire, mais pas savoir cuisiner. Tout le monde a un avis, tout le monde peut avoir une sensibilité, et t'as pas besoin d'être artiste. Parfois, je montre mes dessins à des gens autour de moi. Ils savent pas dessiner, mais ils ont une sensibilité. Ça part toujours en couille finalement, mais c'est un autre débat. Ça va. Non, mais moi je le vois. J'ai pas de compétences de création de jeux vidéo, mais par contre, je sais à un moment donné dire ok, mon regard me fait penser ça. Et ensuite, la façon dont je vais l'exprimer, c'est peut-être pas la façon technique, mais je vais dire ah ouais, le bras il me paraît bizarre. En fait, c'était un raccourci qui était mal fait, mais je vais le dire, ou quelqu'un va être capable de le dire à un moment donné. Et justement, il faut avoir quelqu'un de technique en face qui soit capable de dire ah oui, ok, j'ai compris d'où venait la critique. Et ça peut confirmer justement tes craintes, parce que tu peux totalement légitimement te dire ouais, je trouve que le bras est un peu court. Parce qu'on a tous vu un être humain, on sait à quoi ça ressemble, mais même si on dessine pas, on est capable de le normalement, souligner. Je suis capable de le reconnaître. Non, mais t'as 100% raison. Et c'est pour ça que, notamment dans le concept art, si vous ne savez pas faire des perspectives, alors déjà, si vous ne savez pas faire des perspectives, il y a peut-être... Première leçon, les gars. Mais... Et les filles, tout le monde. Non, mais c'est... En fait, vous en faites pas. Faites de la 2D ou faites autre chose, mais ou apprenez à le maîtriser, mais ne prétendez pas savoir faire des choses dans lesquelles il y a une technicité importante, parce que ça ne fonctionne pas. Et ça se voit très très vite et ça se rattrape pas en prod. Ah, bien sûr. Ça, c'est un point aussi qui est un peu difficile, c'est qu'on progresse, et c'est à ça que doivent servir les stages en théorie. C'est être capable de progresser en situation de prod, mais en période d'apprentissage. Donc profitez de ça. Mais en prod, en post, les choses ne se rattrapent pas, et ça, c'est assez difficile. Un point aussi, moi, je viens pas du jeu vidéo à la base, mais on m'avait parlé du T-Man quand j'étais rentré dans ma carrière, à savoir exactement ce que tu disais, se spécialiser avant d'élargir. Être capable de montrer une excellence dans un domaine, parce qu'en fait, le chemin vers l'excellence, si on l'a fait pour une chose, il y a de bonnes chances qu'on soit capable de le reproduire pour une autre. Et donc, si on est très bon, j'en sais rien, moi, je sais très bien faire des vaisseaux spatiaux. C'est pas vrai, mais mettons. Eh bien, si j'y arrive et que j'ai vraiment, quand on a besoin de ça, on m'appelle, le jour où je me dirais ça, j'en ai un peu marre, je vais passer à autre chose. Là, ça va prendre du temps, mais la démarche d'être capable d'acquérir la technicité, de se poser les vraies questions, etc., elle est un peu reproductible. Et donc, on va avoir plus confiance à travailler avec quelqu'un en se disant mais il arrivera à passer outre les difficultés techniques et au contraire à s'en faire des forces.
Une chose, à chaque fois, alors j'en profite, hein, mais à chaque fois qu'il y a une difficulté, on est dans un milieu où on donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Chaque difficulté est une opportunité. Chaque difficulté, ça veut dire que c'est comme dans un jeu vidéo. Vous avez passé un niveau de plus. L'exemple est extrêmement ringard même. Pas du tout, non. Mais Pas du tout. Je l'utilise beaucoup moi aussi, hein. C'est Mais il y la a même chose. il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu des difficultés qui ont été passées qu'à un moment donné, il y a de la valeur aussi à ce qui est maintenant. Euh, et je trouve que c'est hyper important. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la plupart, enfin, j'ai des souvenirs avec les étudiants où parfois, je vais devoir faire ça, mais c'est difficile. 3 points de fuite, oh, non, 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 je préfère rester à 1 ou 2. Non, justement, se mettre en difficulté, c'est se donner l'occasion de progresser. Et en fait, il y a souvent un manque, pas d'ambition, je dirais, parce que c'est plus un manque de considération de l'industrie aussi, où on n'évalue pas forcément les choses. Et souvent, les écoles ne le disent pas, mais c'est vrai qu'au final, il y a peut-être que quelques étudiants qui vont travailler dans l'industrie en fonction des écoles, hein. Et ils doivent vraiment s'armer très vite mentalement. Et tout à l'heure, tu as dit, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune et étudiant. Mais en fait, c'est terrible parce que la plupart des étudiants qu'on a ne sont pas suffisamment matures. Désolé, hein, pour vous, hein. Pas tous, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la plupart n'ont pas cette maturité qui fait qu'ils vont réaliser tout de suite l'importance de certaines compétences ou certains conseils. Et ça va arriver que bien plus tard, et peut-être qu'il sera trop tard, ou je l'espère pour eux, qu'ils seront toujours en apprentissage et qu'ils appliqueront ça, quoi. Et puis grâce à toi, il y a des podcasts exceptionnels qui c'est leur le début. permettent de mettre en perspective ce qu'ils font aujourd'hui. Et, il va y avoir du lourd, hein. ouais. Il y a des gens qui arrivent, hein. Il y a la queue, ça va. Non mais vraiment, en plus, c'est vrai. Ça Ils va ont être tous chouette, dit hein. oui. Donc, C'est génial. on a peut-être même des podcasts en anglais, je sais pas, on verra. Il y a les sous-titres, Very vous good. inquiétez pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de projets que tu n'avais pas mené à bout, enfin je sais pas exactement, mais que tu as transformé en fait en projet de jeu vidéo, c'est ça? C'était le manuscrit que j'avais écrit, oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors oui, comment ça s'est terminé? C'est vrai qu'on n'a pas fini là-dessus. Très brièvement, en gros, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo juste après avoir eu les résultats justement de ce concours d'édition. Et à ce moment-là, non, c'était un petit peu après, et j'ai eu le contact pour Gallimard justement, ce que j'avais dit, donc la boîte d'édition justement où je pouvais envoyer mon manuscrit. Et en fait, je l'ai pas fait parce que j'ai commencé à travailler justement pour le studio Pretty Simple. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai arrêté à ma 2e année d'études, et là j'ai vu qu'en fait ça pouvait me faire une base narrative pour un RPG. Okay. Et là, je me suis dit, la boîte est cool en plus. Ils m'ont donné les clés. Ils m'ont donné un badge 24/24 actif. Je restais tous les soirs jusqu'à 1h, 2h du mat, et je bossais sur mon jeu. Okay. Alors, j'aurai l'occasion de vous montrer des images du jeu, hein, mais les premières, c'était style Dofus. Hein. Alors, c'est joli Dofus, hein, mais pour nous, ça ne matchait pas du tout. Et j'ai commencé, j'étais tout seul. C'était vraiment un projet grenier. Donc, si on ne compte pas l'écriture, 2012, 2024, ça fait 12 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, on est 4. On est en train de finaliser notre prototype cette année. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire, mais on aura l'occasion d'en parler à un moment. Je recevrai peut-être même d'ailleurs des gens de l'équipe pour en parler. Et on garde ça au chaud, en tout cas. Ok, pour moi, plus tard. Hâte de voir. J'avais vu quelques concepts très early, en effet. Et hâte de voir la suite. Interdit aux moins de 18 ans, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai? Ouais, c'est un jeu avec des orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, pendant les bombardements, je vais juste dire là-dessus. Et on est obligé de l'interdire aux moins de 18 ans parce qu'on explore beaucoup l'univers surréaliste. Il y a des créatures vraiment terrifiantes. On a designé vraiment des créatures qui ont même fait peur à des proches. Okay. Donc, on veut pas censurer justement le côté horrifique qui n'est pas gratuit. Il a vraiment un poids narratif. Et c'est soit en gros on cut beaucoup d'éléments, soit on met un PG-18, et on préfère mettre un PG-18 parce que on n'a pas envie de se censurer. On est indépendant, on est tout seul. Peut-être que ça vendra moins, peut-être qu'au contraire ça va créer de l'engouement, j'en sais rien. Mais on veut pas se limiter. Ouais. C'est super intéressant, et le thème du Blitz à Londres, je trouve que c'est un thème qui fait partie de ces mythologies récentes en fait. Et que je trouve super intéressante à creuser, parce que c'est des mythologies sur lesquelles tout n'a pas encore déjà été écrit. Je veux dire, évidemment, on a déjà tout écrit sur tout, mais la guerre de Troie, il y a quand même un paquet de gens talentueux qui ont écrit et réécrit l'histoire, ou qui s'en sont inspirés, etc. Alors que le Blitz de Londres, c'est suffisamment récent pour qu'ils
y ait parfois des choses les premières qui soient dites dessus. Et ça, je trouve ça génial. Et continuer à enchanter le monde, continuer à créer des mythes. Alors évidemment, sans forcément passer par la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve que c'est un truc qui est super intéressant et dans lequel le jeu vidéo a sa part. Complètement, ouais. Je trouve que Pokémon, alors en plus il y a Palworld en ce moment, donc il y a plein de débats à avoir. Je ne connais pas ce jeu. Mais si, j'ai des spams partout. mais le jeu vidéo crée aussi des mythes. Je veux dire, Pokémon, c'est un mythe. Je veux dire, tout le monde connaît Pokémon dans le monde. Tu as des vidéos de théorie, mais en quantité sur Internet, et c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Et justement, vis-à-vis du mythe, qu'est-ce qu'on fait? On s'y baigne, on s'y émerge, on s'en inspire. Et on réagit vis-à-vis de ça. Et je trouve que d'être dans une industrie qui a la possibilité de créer ça aujourd'hui, c'est fantastique. Complètement. On n'a aucune limite, vraiment. On peut raconter ce qu'on veut. Exactement. Et justement, ce que tu disais sur est-ce qu'on empêche certaines personnes d'avoir accès à notre contenu parce que c'est horrifique, etc. Bah ouais, de temps en temps, on peut se dire l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est une histoire qui est si particulière que pour le bien de l'humanité, j'ai pas envie qu'elle soit dans les mains de n'importe qui. Tout à fait. Mais ça reste une histoire que j'ai envie de raconter. Et comme pour les films, il y a des histoires qu'on a envie de raconter, mais qu'on peut pas montrer à tout le monde. Et surtout qu'on a un média qui est extrêmement fort, parce que déjà que le cinéma a le visuel, l'audio, le texte. Moi, je sais que quand je vais au cinéma, je suis saturé d'émotions. Et là, avec le jeu vidéo, en plus, il y a de l'agency, il y a la capacité à agir. C'est particulièrement immersif et c'est super chouette. Et contrairement à ce qu'on pense, ça se limite pas juste au graphisme. Je sais pas si tu as joué ou expérimenté le jeu Hollow Knight par exemple. Non, c'est un petit jeu indépendant. Indépendant quand même, gros jeu indépendant, je trouve. C'est un jeu qui m'a fait passer par toutes les émotions, dont la peur. Moi personnellement, j'ai un peu peur des araignées, un peu arachnophobe, et je jouais dans le noir avec la Switch. Je jouais dans le noir, tout était noir. Et j'étais dans un monde vraiment où c'était très sombre. Ils ont fait un truc dégueulasse, les créateurs. Mais vraiment, c'est des enfoirés que je respecte. Ils ont créé des mouvements d'araignées en overlay. Donc, c'est-à-dire, tu as des araignées qui passent par-dessus comme si c'était sur ton écran. Tu vois le délire? Donc, toi, tu te déplaces. Et là, je vais essayer de vous mettre un extrait pendant qu'on parle pour que vous voyez le truc. Si je l'intègre, c'est vraiment que j'ai eu du courage. Et j'ai lâché ma console et j'ai flippé. Vraiment, c'était terrifiant. Je fais, mais c'est sur la console? Non, c'est dans le jeu. Alors, la première fois, ça surprend, mais je trouve ça formidable parce que je regrette pas d'avoir eu cette réaction, parce que c'est sûrement ça que voulaient provoquer les créateurs, et ça a marché. Vraiment, ça a marché, et je trouve ça génial, parce que c'est ce genre de petits détails qui montrent que c'était des passionnés et qu'ils ont vraiment pensé à vraiment. Il y a un mec sûrement dans le studio qui s'est dit on pourrait faire ça. Bah ouais, et ça marche. Et c'est trop bien. Et pour revenir à la littérature, c'est exactement la même chose que tu vas retrouver à plein de moments. Est-ce que, tu vois, le théâtre, on parle souvent du quatrième mur, est-ce que tu le brises ou pas? Et là, c'est exactement ça qui se passe avec le jeu vidéo. C'est soudainement, tu as eu peur qu'il y ait une araignée sur toi dans le vrai monde. Et je trouve que c'est des tricks qui sont un peu anciens, mais qui fonctionnent super bien avec ce média-là. Et même chose, il y a un contrat qui se crée entre le jeu et le joueur. Et ce contrat-là, il faut en avoir conscience dès le début, quand on est créateur de jeux vidéo, et je trouve que c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est à un moment donné, tu te dis, mais attends, cet univers, j'achète, je suis dedans, peu importe les graphismes, peu importe, ça y est, j'y crois au-delà de tout ce qu'on me présente. En fait, limite, le jeu cesserait d'exister, je continue à croire dans ce qu'il m'a proposé. Et là, on atteint des choses qui sont un peu particulières. C'est un peu comme les romans que tu lis, et au bout d'un moment, tu n'es plus devant ton roman, mais l'histoire, elle continue à être au fond de toi. Tu es en train de prendre le bus et tu te dis, attends. Tu cogites, ouais. Exactement. Et tu n'es pas en train de penser de manière méta à l'histoire. Tu dis pas, c'est une très belle histoire d'amour. Non, tu vis un peu comme si c'était des amis qui t'en avaient parlé et que c'était un vrai truc dans le monde. Harry Potter, c'est exactement ça. Harry Potter, qui n'a pas souhaité que Hogwarts, Poudlard existe? Franchement, on aimerait bien recevoir une petite lettre qui nous invite, surtout à l'époque. Puis le dernier jeu, il nous a régalé pour ça, parce que graphiquement, c'est pas juste le film, il y a une proposition aussi. Il y a une vraie proposition. Je sais pas si tu y as joué du coup à celui-là. Non, j'ai joué les walkthroughs. En fait, je joue assez peu. Moi, c'est pareil. Tu vois. C'est vraiment quand on est dans l'industrie qu'on a un petit peu de mal à malheureusement, jouer. Alors, je joue
Un petit peu, mais là par exemple, je joue à la Link's Awakening sur Game Boy Color, tu vois. Ouais, ok. Donc j'aime beaucoup les vieux jeux et j'aime bien revoir des mécaniques aussi, des choses. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais, parce que Link's Awakening, c'est des pixels, tu vois, sur l'écran. Ouais. Voilà. Mais quand t'es gamin, même pas quand t'es gamin, peu importe si t'as de l'imagination, tu vois plus que ce que tu vois à l'écran. C'est comme quand t'es gamin et que tu joues au Lego. C'est que des briques, mais dans ta tête, il y a une projection qui est extraordinaire. Et c'est un petit peu ce que je reproche aux jeux récents, certains jeux récents. Alors, je suis devenu plus souple avec cette réflexion, mais je me disais, les jeux maintenant, ils sont trop réalistes. Mon imagination intervient un peu moins pour combler certains éléments. Et au final, tu vois, par exemple, sur le Breath of the Wild, enfin Tears of the Kingdom Zelda, là, qui est sorti, ou même le Hogwarts Legacy, 2 triple A en un an, bah, dis donc, j'avais le temps. Hein. Et ben, j'ai pas été déçu malgré le fait que visuellement c'était très poussé. Encore une fois, c'est le jeu peut t'emmener, mais la réflexion que tu as mis en avant justement par rapport à l'histoire, comment tu continues à réfléchir, tout ça, bah par contre ça c'est toujours là et l'imagination vient quand même nourrir cette partie-là. En mode, t'imagines des théories. T'imagines des choses, tu réfléchis, tu dis mais qu'est-ce qui pourrait se passer en fait entre ces personnages. Ça s'éteint pas forcément tout de suite. Non, mais complètement. Et puis, ce que tu disais sur le fait de remplir par notre imagination ce qui n'est pas montré, c'est essentiel. C'est pour ça que, de temps en temps, mieux vaut se taire et la suggestion a un pouvoir énorme. On va pas tout dire dans un jeu parce que c'est plus sympa quand même Bien sûr. de laisser à la personne le Moins soin de de se texte. dire, mais exactement, Le show don't tell, comme on dit, qui est une règle très importante, de suggérer, de montrer à travers les environnements, les décors, les personnages. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en cours de design, justement. Et on avait, pour faire une petite parenthèse là-dessus, on avait parlé de Breath of the Wild, où les gens... Alors, Breath of the Wild, t'as quasiment personne dans le jeu. C'est un jeu vide. Enfin, pas vide en mode il n'y a pas de décor, rien, mais c'est vraiment des grandes étendues de décors. Et l'information est précieuse. C'est vraiment ce que Al236, le youtubeur, a nommé comme le syndrome de l'archéologue à travers les jeux Dark Souls. C'est-à-dire, tout est en ruine. Il s'est passé quelque chose. Ces terres désolées étaient à un moment à leur apogée. Et au lieu d'avoir des RPG à l'ancienne qui te saturent de dialogue, ce qui était parfois un peu chiant, hein, même avec beaucoup de nostalgie, là, chaque information est précieuse et te permet de reconstituer un puzzle d'une civilisation déchue aujourd'hui. Que ce soit Breath of the Wild, Dark Souls, c'est présent, même Hollow Knight. Et c'est très agréable de lire parce que là où on t'imposait des lignes de dialogue, là, tu as envie d'aller les chercher. Et elles ont de la valeur parce qu'elles sont rares. Elles sont rares. Il y a une question de rareté. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il y a aussi le fait que, là tu parlais sur les pixels, le fait qu'on se projetait à l'époque. Nous, on l'a vraiment vécu sur Goldorak. On s'attaque à un mythe. Et en fait, on s'attaquait au rêve d'une génération. Les gens de la génération qui ont vu Goldorak la première fois à la télé, si on leur remontrait aujourd'hui et qu'ils n'avaient pas le souvenir, l'espèce de Madeleine de Proust, ils se diraient, oh là là, un dessin animé plutôt mauvais, bon, très bien, etc. Mais c'est pas ça la valeur de Goldorak. La valeur de Goldorak, c'est qu'elle est sortie dans un contexte. Et donc, 30 ans après, qu'est-ce que je dis 30 ans, 40 ans, 50 ans après, 40 ans après, et ben en fait, c'est le rêve qu'on doit émuler. C'est le rêve qu'on devait mettre dans le jeu vidéo. C'était plus l'animé réellement de l'époque. On devait créer quelque chose qui soit crédible, où ceux qui allaient y rejouer se disent « je retrouve ce que j'ai vécu ». Et si on leur avait mis exactement ce qu'ils avaient vécu, ils ne l'auraient pas reconnu. Et ça, c'est un peu c'est complètement contre-intuitif, parce qu'on se dit « mais non, il faut refaire à l'identique ». Mais non, si on refait à l'identique, on va décevoir. Alors, il faut réinventer quelque chose qui émule les mêmes sensations, qui joue sur les mêmes ressorts, mais qui soit complètement réinventé. Et ça a été une discussion pendant la majeure partie de la prod. Comment est-ce qu'on arrive à recréer ça? Comment est-ce qu'on arrive à respecter? Et le respect, c'est se réapproprier, ce n'est pas copier. Et ça a été difficile. Et moi, je tire mon chapeau du coup à toute l'équipe qui était dans la production. Il semblerait, alors j'espère que ça va continuer, mais dans les retours qu'on a de gens qui ont joué au jeu, il semblerait que ça a été réussi. Et moi, ça me fait plaisir. Bah, c'était un des plus gros challenges, on va dire, moi je trouve, du jeu, parce que c'était hyper difficile. Au tout début, je me souviens, on avait juste livré un concept art avec l'équipe de mon côté. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous alliez redesigner le robot
Et si oui, à quel niveau? Et là, en écoutant ce que tu me dis, je me dis, mais il a été redesigné? Parce que j'ai vraiment l'impression de voir celui que j'ai vu au début avec peut-être un peu plus de texture ou ce genre de choses, mais j'ai pas l'impression qu'il ait trop bougé. Après, j'ai pas encore joué au jeu, pour être honnête. J'ai juste vu les vidéos qui ont été présentées par certains youtubeurs. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'il a pas de forme fixe. Il existe dans la Bible, mais sinon, dans l'animé, il n'a pas de forme fixe. Et Philippe Dessoli, que je salue, qui est un des dessinateurs officiels de Gonagai, à un moment donné, il nous a lâché l'anecdote, il essayait de faire le robot en 3D, et il disait, mais ça peut pas fonctionner, etc. Et Gonagai lui aurait répondu, ah oui, il est fait en métal mou. Sous-entendu, en fait, ça peut prendre un peu la forme qu'on veut. Pratique. Et pratique, exactement. Et donc, nous, on a fait avec cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'on a dû le mettre en 3D là où il n'avait jamais été fait en 3D, sauf pour des figurines. Et toutes les figurines ne se ressemblent pas. Et donc, on a notre Goldorak. Cool. Et on a essayé de faire en sorte qu'il soit fidèle. C'est-à-dire qu'encore une fois, se le réapproprier et se dire, est-ce qu'il émule réellement l'idée qu'on a de Goldorak? On voulait que si on le voit, on ne dise pas, ah, c'est un Goldorak Mecha ou c'est un Goldorak 2024 ou 2023. Non, il fallait que ce soit Goldorak. Et c'est Goldorak. En tout cas, quand on le voit, oui. ça passe tout seul. Ouais. Et quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je me suis dit, ah, mais c'est le design d'origine, il a pas trop il a même pas bougé. Pour moi, c'est le même. Mais du coup, je pense que ça justifie que le pari a été gagné au final. Après, on aurait bien aimé, si on avait travaillé sur un 2 ou si on avait fait un autre jeu, on aurait bien aimé le retravailler parce qu'il y a un challenge aussi à se dire on va le réinventer complètement. Mais c'était pas le but de ce jeu-là. Et c'est là où on revient aussi avec la question œuvre et produit. Ce jeu-là, il avait ses contraintes. C'était de repartir des 10 premiers épisodes de Goldorak et de faire quelque chose qui émule l'idée que tout le monde en avait. C'était pas de faire autre chose. Donc après, voilà, si on veut faire autre chose un jour, peut-être qu'on fera autre chose un jour, mais c'était pas le premier projet. En tout cas, c'est très cool. J'ai vraiment adoré voir les images quand ça a été révélé. J'ai pensé à vous tout de suite. Je me suis dit, ah, ça y est, enfin, on en voit. Et c'est très drôle parce qu'à un moment, j'étais sur la chaîne de Dirty Tommy et on était dans le chat en train de discuter avec des gens et ils montraient le jeu. Ou c'était peut-être quelqu'un. Non, pas Dirty Tommy, c'était quelqu'un d'autre. Je me souviens plus le nom. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit qu'il était sur la prod, mais ça devait être quelqu'un du côté Microïd en effet. Mais en tout cas, félicitations. Parce que adapter le géant, ça devait pas être quelque chose de facile et je trouve que c'est formidable. C'est parce que c'est une licence qui est sûrement plus chère à la génération avant la nôtre, donc à nos parents, nos oncles et tantes et tout ça. Mais c'est excellent parce que là, on voit quand même qu'il y a un retour de Goldorak, il y a des BD qui sont sortis, il y a des figurines, il y a plein de trucs. J'ai même pris en photo sur la route pour te dire, essayer de dire à quel point il y a quand même quelque chose. Je sais pas si on pourra le voir. Je l'afficherai à l'écran, mais je te le montre. J'ai vu un graffiti à Goldorak à une rue d'ici. On sent qu'il y a un retour et que ça va permettre à une génération peut-être de le découvrir. Et j'ai même envie de dire à moi, parce que j'ai réussi à trouver quelques épisodes sur le net, certes ça a vieilli visuellement, mais le propos est toujours intéressant. Ça reste quand même quelque chose de toujours extraordinaire. Et je vous encourage, l'hypocrite, j'ai pas joué au jeu, mais je vous encourage à aller y jouer. Non, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jouer. Allez voir peut-être même un let's play sur le net ou autre. Soyez curieux. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus importants que vous allez beaucoup entendre sur nos podcasts, c'est être curieux. C'est vraiment super important. C'est une qualité, pas un défaut. Écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont les projets? Là, est-ce qu'il y a quelque chose à montrer Ouais, je t'enverrai 2-3 images, comme ça tu les mettras. Écoutez, on va vous mettre là quelques vidéos ou images. Ouais, vidéos, images de la suite. Et comme ça, tu oh là là, ça a l'air très beau. avant première. Ça a l'air très très joli. Je sais pas du tout ce que ça annonce, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de jeu à la troisième personne. Un petit peu roguelike, peut-être. Ouais, exactement. C'est un roguelike multi brawler. Donc, Et ça, alors je vais pas vous mentir, j'étais un peu au courant, mais tu m'as dit ces images-là, tout ça, c'est moins de 2 mois de travail. Ouais, c'est depuis la fin de la production de Goldorak. Donc, en effet, ça a été fait très, très rapidement. Oh, les monstres. Ouais, on est content. On est pas loin derrière, on arrive. On arrive. Non, mais ça nous motive, encore une fois. Ouais, et puis même chose que ce qu'on disait pour les concept artistes. Il n'y a pas de compétition entre les studios de jeux vidéo. Hein.
Bah c'est ça. Enfin, pas à notre échelle. On en parlait parce qu'avec Florian, on se connaît quand même depuis un moment, mais c'est vrai que nous, on va officialiser notre studio, donc Marble Oak, cette année. Et on échange beaucoup en mode émulation, en mode ah tiens, t'as un VFX artiste, est-ce qu'il pourrait bosser sur notre prod? Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer de temps en temps pour du freelance peut-être? Moi, peut-être te renforcer sur ta prod, évidemment, on en parle. Et en fait, moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut bosser. C'est, on a des talents, on a des compétences, les mettre au service de nos idées, de nos projets, pour avoir des projets merveilleux en fait. Ça a l'air un peu cheesy dit comme ça, mais c'est là où on voit où elle est la passion. La passion, moi personnellement, je la vois pas dans les gros jeux AAA. Alors certains jeux AAA quand même, mais je la vois plus dans le jeu indépendant. Quand je joue un Hollow Knight ou un Hades par exemple, c'est pas pareil. Ouais, et puis les contraintes sont pas les mêmes, c'est-à-dire que c'est un peu la différence entre la poésie et le roman. Le format court, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les autres arts, permet de faire des choses et de faire ressentir des émotions avec beaucoup plus de vivacité que le format long. Et donc, il est intéressant en tant que tel. Donc, tu es en train de nous dire qu'on doit regarder des reels et pas des films, du coup? Mais oui, de toute façon, nous avons que 15 secondes d'intention, apparemment. C'est ça. Non, c'est des arts différents. Et, tout à fait. Et du coup, qui ont chacun leur intérêt. Et je pense que ce n'est pas un continuum entre le jeu vidéo indépendant qui n'est un sous AAA. C'est deux choses différentes avec leurs propres contraintes, avec leurs propres envies. Et voilà, pour l'instant, nous, on fait du jeu vidéo indépendant. On essaye de maximiser ce qui est associé. Bah écoute, c'est très beau. On a hâte de voir la suite. Bah nous, on va s'arrêter là. Bah écoute, j'étais très content de te recevoir pour ce premier podcast. Mais pareillement. J'ai hâte déjà de faire le prochain. Il y a plusieurs invités prévus. Je ne sais pas encore à l'avance qui va venir. Je pense que le prochain sujet, on va soit parler des écoles d'art, de l'IA ou autre. On a ici des gens des studios, de différents studios à voir. Et puis je pense qu'on va te retrouver. On fera sûrement des tables rondes, là, plus de 2 à un moment, je pense. Bah écoute, avec plaisir. On pourra même avoir des petits débats, des petites choses comme ça. Et en tout cas, moi, vous savez où me retrouver. Le mercredi soir à 20h30 sur Twitch pour les sessions concept art. Et sinon, la plupart d'entre vous, vous me suivez sur Insta. Tous les liens sont en dessous, que ce soit Insta. Et n'oubliez pas le petit Patreon pour ceux justement qui suivent les tutos, les leçons. Tout est là, tout est en bas. Et puis, merci pour votre soutien. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine session, à savoir le mois prochain. Parce que je pense que pour le moment, on est sur un format mensuel. Allez, ciao tout le monde et à bientôt.